puis j'ai le grand plaisir de vous présenter Marianne Chabot, qui est notre conférencière pour ce soir, notre petit bio à l'UQAM. Marianne détient une doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal et réalise présentement un postdoctorat financé par le CRSH au département de travail social de l'UQAM, sous la supervision d'Isabelle Côté, professeure en travail social à la même université. Elle est également chercheure affiliée sur le projet CRSH 2016-2023 de SAVI, portant les savoirs sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ et jeune chercheur à la chaire de recherche sur l'homophobie. Elle a réalisé des recherches sur les expériences différenciées de jeunes gays et lesbiennes issus de la diaspora libanaise à Montréal, ainsi que sur les articulations identitaires de mères exerçant la violence. Ces champs d'intérêt variés lient notamment les questions identitaires aux enjeux de genre, des sexualités, des maternités et de l'ethnicité dans une perspective féministe intersectionnelle. Sa recherche postdoctorale en cours propose une analyse comparative des politiques sociales au Québec, en France et en Suisse, qui touchent les protections et les reconnaissances des familles lesbo-parentales. Cette recherche qualitative cherche à comprendre comment les différentes formes d'exclusion sociale, légale et symbolique modulent les formations de ces familles et spécifiquement des mères qui n'ont pas donné naissance à leurs enfants. En s'appuyant sur les témoignages de mères non biologiques et dans certains cas non statutaires, cette étude souhaite également mettre en lumière les façons dont ces dernières pensent et articulent leur maternité dans un contexte où elles ne bénéficient pas toujours de reconnaissance légale et ou symbolique. En plus d'être impliquée dans la chaire de recherche, Marianne Chabot est également chargée de cours à l'UQAM, département du travail social, où elle enseigne notamment les cours diversité culturelle et intervention, ainsi que intervention différenciée selon le genre. C'est impressionnant de dire ça. Mais la chose la plus impressionnante, c'est qu'elle est membre de la commission LGBT depuis au moins 5 ans. Ouais. Oui. Ouais. Donc, la façon que ça va se dérouler ce soir, oups, excuse-moi. La façon que ça va se dérouler, c'est que Marianne va présenter pendant 60 minutes, 75. Donc, probablement 1h15. Et ensuite, on va avoir la chance, probablement une trentaine de minutes, de poser des questions. Donc, retenez vos questions, notez-les, et puis on va les adresser à la fin. Oui. Okay? Parfait. Merci beaucoup, Mona, pour ta présentation. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous voir quand même en grand nombre malgré la petite neige. Donc, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez ici. C'est une première présentation de mes résultats de postdoc, donc c'est tout frais. Le postdoc, je viens de le terminer techniquement. J'ai fini les entrevues il n'y a pas très longtemps, puis elles ont été retranscrites aussi au cours des derniers mois. Donc, c'est une première présentation. Et donc, comme Mona l'a dit, comme le titre l'indique, donc c'est une recherche comparative entre le Québec, la France et la Suisse. Et on va voir donc comment les contextes légaux et sociaux qui sont variables dans ces 3 États influencent les réalités et les défis des mères qui n'ont pas donné naissance à leurs enfants. Donc, avant de commencer, je vais quand même juste prendre quelques minutes pour remercier certaines personnes. Donc, tout d'abord, je veux remercier vraiment les 30 mères que j'ai rencontrées dans le cadre de cette recherche. Je vais y revenir un peu plus longuement dans ma présentation, mais j'ai vraiment été touchée par l'implication et la générosité de chaque personne. En fait, sans ces personnes-là, il n'y aurait tout simplement pas eu de recherche. Et d'ailleurs, je tiens à saluer celles qui m'écoutent, que vous soyez au Québec, parce que c'est filmé, donc que vous soyez quelque part au Québec ou même en Europe. Je veux juste vous remercier puis vous saluer personnellement. Je veux aussi remercier la Coalition des familles LGBT, notamment Mona Greenbaum, ainsi que la chaire de recherche, toute l'équipe à la chaire de recherche, donc Lynn Chamberlain, Marie Geoffroy, Marie-Ève Martin et Mylène Shankland, de me permettre de présenter mes résultats ce soir, de créer cette opportunité pour moi. Je veux dire comme un merci spécial à Marie-Ève, parce que Marie-Ève et moi, on a un enfant ensemble. Et puis, sans son implication, je n'aurais pas pu faire cette recherche parce que ça impliquait vraiment que je voyage souvent l'année dernière. Donc, merci à elle et merci à mes parents
Je pense que ceux et celles qui sont parents dans la salle savent comment ça peut être compliqué de devoir voyager à l'étranger quand on a un jeune enfant. Donc, vraiment, sans ton implication, je n'aurais pas pu mener cette recherche. J'aurais fait par Skype, mais ça n'aurait pas été aussi le fun. Je veux aussi remercier mes partenaires de recherche. Donc, encore une fois, la Coalition des familles LGBT, spécifiquement Mona, qui a vraiment qui a été très impliquée non seulement dans la conception, dans la réalisation, qui m'a aiguillée dès le début quand je voulais faire ce projet. Donc, tout de suite, elle m'a mis en contact avec des personnes ressources un peu partout, mais qui m'a aussi aiguillée à réfléchir un peu sur mes objectifs de recherche. Sérieusement, merci, Mona. Et remercier aussi les personnes ressources en Europe. Donc, il y a Christine Rioux de la PGL de Languedoc-Roussillon qui a été super enthousiaste et qui m'a même, quand j'étais là-bas, qui m'a conduit elle-même à des événements où j'ai pu rencontrer des familles puis juste être aussi en contact avec des familles homoparentales. Un merci spécial aussi à tous ceux qui sont en Suisse, qui m'ont permis vraiment de me frayer un chemin parce que c'est pas facile de rentrer dans un site, de rentrer en fait dans un contexte où on connaît personne, surtout quand on parle québécois. Il est très sympathique en Suisse. Oui, c'est ça. Donc, vraiment un merci spécial, surtout à l'Université de Genève, donc Lorena Parigny, Caroline Daguerre, puis Chati Ekoffé, qui travaille à l'Association 360, puis qui est aussi qui était à la direction de l'Association des familles Arc-en-Ciel de Suisse. Puis Chati a vraiment pris ma recherche comme si c'était la sienne. Puis c'est vraiment à travers elle que j'ai pu rencontrer plein de femmes, puis vraiment avoir accès à des discours très riches. Et puis j'aimerais d'ailleurs dire, je vais y revenir, mais que cette recherche, elle est quand même très personnelle et aussi politique pour moi. Et j'aimerais féliciter, en fait, reconnaître en fait le travail de plein de militantes qui travaillent dans l'ombre souvent, mais notamment Mona, notamment Chati. Chati qui a vraiment fait changer les lois de son pays. Puis vraiment, je suis honorée ce soir de présenter ces résultats puis de parler en fait de femmes comme elle. Et mes derniers remerciements vont à ma directrice de recherche qui n'est pas ici, mais je sais qu'elle m'écoute, donc Isabelle, qui est à Gatineau. Je veux juste la remercier parce qu'elle aussi, dès le début, elle m'a vraiment pris sous son aile, puis elle m'a vraiment soutenue avec bienveillance, avec intelligence. Et puis ce soir, c'est un gros jalon parce que je présente les premiers résultats. Ça marque un peu le début de la fin aussi de ma collaboration avec elle, mais je tiens à lui dire que j'aimerais continuer à collaborer avec elle parce que je trouve que les recherches qu'elle fait, elles sont importantes puis elles sont intelligentes, puis je suis fière d'être associée à elle. Donc, salut Isabelle. Finalement, je veux dire que cette recherche, elle a aussi pu être réalisée parce que j'ai été subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines, donc merci CRSH. Et aussi, j'ai été récipiendaire de la bourse du RECEF. Et je tiens aussi à remercier le projet Sa vie LGBTQ qui m'a offert généreusement, merci d'ailleurs aux partenaires qui ont accepté de m'offrir une bourse pour que je puisse faire retranscrire mes entrevues. Parce que ça ne paraît pas, mais retranscrire 30 entrevues de 2 à 3 heures, ça prend du temps, ça prend des petites abeilles. Puis j'ai eu la chance d'avoir des étudiantes qui l'ont fait. Donc, c'est pour ça aussi que je peux présenter des résultats ce soir. Donc, merci. On débute. Ce soir, ma présentation va se décliner en différentes sections. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de mon point de vue situé, donc des raisons personnelles et politiques, en fait, qui m'ont conduit à amener cette recherche. Ensuite, je vais vous présenter les objectifs de ma recherche et la méthodologie. Je vais aussi en profiter pour faire un portrait sociodémographique des personnes que j'ai rencontrées. Puis pour moi, ce ne sont pas que des données factuelles dans les données sociodémographiques. Ce sont aussi des données qui sont importantes, qui nous éclairent un peu sur les trajectoires des femmes que j'ai rencontrées. Ensuite, je vais faire un peu un état des lieux des différentes situations juridiques et sociales dans les 3 contextes donnés. Je tiens à préciser que je ne fais pas une analyse politique des contextes sociaux. Ce n'est pas le but de ma recherche, mais c'est quand même important pour moi de quand même donner un certain état, un état des lieux du contexte juridique dans lequel ces parents évoluent, dans lequel elles ont accès, en fait, comment elles forment leur famille.
Puis après ça, c'est sûr, j'avais beaucoup de données. Comme j'ai dit, j'ai fait une trentaine d'entrevues, mais j'ai quand même décidé de centrer pour ce soir mes résultats autour de 3 thèmes principaux. Donc, je vais vous parler en fait de la construction identitaire, des mères non statutaires ou des mères qui n'ont pas donné naissance à leurs enfants. Ensuite, on va parler un peu plus spécifiquement des différents niveaux de reconnaissance, donc au niveau légal, au niveau social et au niveau symbolique. Et finalement, les points aveugles qui ressortent un peu des trajectoires et en fait, notamment la question de la séparation, qui est vraiment quelque chose que je n'avais pas nécessairement vu venir et puis qui est ressorti vraiment dans les entrevues et qui est absolument un point de tension très important parce que aussi c'est souvent dans ces moments-là qu'il peut y avoir un rapport de pouvoir ou en fait de la violence post-séparation qui peut s'installer, surtout quand la mère, elle est non statutaire. Donc, on va regarder ça ce soir ensemble. Et si j'ai le temps, je parlerai un peu des limites, sinon on peut les aborder au niveau des questions. Donc, je pense que d'entrée de jeu, c'est important pour moi de reconnaître que j'ai mené cette recherche en étant moi-même une mère lesbienne qui n'a pas donné naissance à son enfant. Bien que je pense que ce n'est pas essentiel de partager les mêmes réalités sociales que nos participantes quand on mène des recherches, je pense que c'est quand même important de reconnaître nos identités. C'est important de reconnaître nos positionnements qui traversent nos parcours personnels et qui peuvent, en fait, qui toujours influencent notre rapport à notre travail, notre rapport à notre recherche. Donc, comme j'inscris aussi mes recherches en général dans une posture féministe et dans une posture intersectionnelle, je prends toujours le temps de situer d'abord les fondations épistémologiques de ma recherche, donc en fait, comment je conçois la science. Je fais partie de ces chercheurs qui considèrent que la neutralité et l'objectivité en sciences, notamment en sciences sociales, n'est absolument pas un objectif vers lequel on doit tendre. Bien au contraire, je pense qu'on est toujours influencé par notre vécu et par les différentes situations de privilège et d'oppression qu'on peut vivre et que c'est important de le mettre de l'avant dans notre rapport à notre travail et à nos recherches. Bien évidemment, je ne pense pas non plus, ceci étant dit, que ces positionnements et ces identités soient fixes et absolus. Je ne pense pas que parce que je vis comme mère lesbienne, ça me donne un passe-droit pour mieux comprendre les autres mères lesbiennes ou encore que mon expérience de mère lesbienne est généralisable ou homogène à d'autres expériences. Mais je pense néanmoins que c'est important de le nommer, de le reconnaître et qu'effectivement, je partage une partie des réalités des personnes que j'ai rencontrées et que ça peut aussi avoir une influence sur mon recrutement, par exemple. On pourra aussi y revenir. Donc, d'entrée de jeu, je pense qu'il est important que je reconnaisse que mon désir de mener cette recherche a d'abord été soutenu par mon rapport tout à fait personnel à la maternité en contexte lesbo-parental. Donc, il y a maintenant 5 ans, ma conjointe de l'époque, Marie-Ève, et moi avons décidé d'avoir un enfant. On est comme en famille ici. C'est un petit monde. À ce moment-là, le contexte juridique, et il est toujours, le contexte juridique et social était généralement très favorable, puisqu'on a eu accès à des soins de service et des soins de fertilité qui étaient presque tous couverts par l'assurance maladie, et on a bénéficié d'une reconnaissance bimaternelle dès la naissance de notre enfant. Je peux donc dire que dans ma vie, je suis devenue un peu maman quand je le voulais et dans un contexte extrêmement favorable. Cependant, malgré la reconnaissance juridique favorable et la reconnaissance sociale aussi plutôt soutenante et positive, j'ai quand même été confrontée suite à la naissance de notre enfant et même un petit peu avant à une série de questionnements. Des questionnements identitaires. Certains étaient générés par une confrontation à mes propres représentations de la maternité et d'autres étaient aussi alimentés par le regard des autres. Le fait de ne pas porter mon enfant, de ne pas lui avoir donné naissance, m'a fait réaliser que moi, Marianne, féministe, scolarisée, qui se voit comme critique et sensible aux enjeux de la maternité puis aux inégalités sociales, en fait, j'ai réalisé à quel point j'avais largement sous-estimé la vision, en fait, j'avais largement sous-estimé l'impact de la maternité, puis largement sous-estimé l'impact de l'intériorisation d'un discours idéalisé de la maternité qui se construit encore largement à travers la prédominance de la mère biologique, qui est souvent perçue, et je le dis bien dans les représentations sociales, comme la meilleure, voire l'unique personne capable de prodiguer des soins à son enfant, et vraiment celle qui est vue comme celle qui va favoriser l'attachement sécure de l'enfant.
Donc, dès les premiers mois de la naissance de notre fille, je me suis retrouvée immergée sous des tensions qui venaient, je dois l'avouer, vraiment surtout de moi, parce que j'étais entourée quand même d'un milieu qui me soutenait et je n'étais pas en couple avec une personne qui reproduisait ce genre de discours. Mais néanmoins, je cherchais à comprendre c'était quoi ma place. Comment je pouvais me définir moi en tant que mère. Est-ce que j'étais cohérente aussi avec mes attentes? Et en même temps, je me sentais étouffée par les injonctions qui sont liées à la maternité. Donc, il y avait beaucoup d'ambivalence, mais néanmoins beaucoup de souffrance. Et je me souviens ressentir beaucoup de fatigue physique et émotionnelle. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, j'ai besoin de sublimer tout ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir penser à un projet postdoc parce que ça coïncidait aussi à la fin de ma rédaction de thèse, donc de penser à un projet postdoctoral. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai réfléchi ce projet où j'avais envie de parler de comaternité parce que pour moi, dans le fond, c'était très flou. Donc, j'avais envie de voir, bien, OK, les autres parents, les autres mères, comment est-ce qu'elles se partagent le rôle? Puis au-delà aussi du soin, donc du soin qu'on apporte à nos enfants, comment est-ce que ces mamans s'identifient? Et bien évidemment, ayant eu un enfant dans un contexte qui était favorable, je me suis dit, OK, mais là, moi, j'ai un contexte favorable puis je me sens comme ça. Comment celles qui évoluent dans des contextes parce qu'elles n'ont pas de reconnaissance, elles, comment est-ce qu'elles articulent leurs identités? Est-ce qu'on est face aux mêmes défis ou pas? Donc, aussi, l'idée d'avoir une étude comparative est arrivée à ce moment-là. Donc, ça m'amène un peu à vous expliquer les objectifs de ma recherche. Donc, en m'appuyant sur ce que je viens de vous dire, j'ai développé un double objectif dans cette recherche. Donc, tout d'abord, j'ai cherché à comprendre comment les contextes légaux et sociaux et symboliques influencent les parcours et les identités des mères non statutaires ou des mères qui n'ont pas donné naissance à leurs enfants. Et dans un deuxième temps, j'ai cherché à comprendre comment les mères se partageaient la maternité dans différents contextes, quels étaient aussi les points aveugles, les points de tension, et quel était aussi leur rapport aux injonctions à la maternité. Donc, est-ce qu'elles en étaient conscientes ou pas? Et en cas de séparation, en fait, qu'est-ce qui arrivait aussi avec les mères non statutaires? Donc, il y avait plusieurs sous-questions, mais essentiellement, c'était les contextes de reconnaissance et le discours identitaire. Ça va? Je parle vite, hein, je le sais. J'ai comme beaucoup de choses à dire. Donc, je vais mettre la table un peu le contexte légal dans ces trois sites. Donc, au Québec, peut-être certains le savaient, donc ça va être un peu de révision, mais bon. Au Québec, la loi 84, donc la loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, reconnaît aux familles homoparentales les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les familles hétéroparentales depuis 2002. Donc, depuis maintenant 17 ans, là, presque une génération, la filiation n'est plus tributaire du couple hétérosexuel, puisqu'un enfant peut dorénavant avoir deux parents de même sexe. Donc, l'application de cette loi a été favorable notamment aux couples lesbiens qui peuvent procéder à l'intérieur du système médical. On a accès aux cliniques de fertilité pour concevoir un enfant et établir dès la naissance une filiation bimaternelle. Les conjointes n'ont pas besoin d'être mariées, pas besoin d'être unies civilement pour être reconnues comme les parents légaux de l'enfant. Au niveau social, on peut dire que l'application de cette loi, que suite à l'application de cette loi, les familles homoparentales ont joui d'une plus grande visibilité et de certaines représentations dans l'espace public, notamment dans certaines émissions, par exemple, ou à travers certaines figures publiques là, qui avaient fait des coming out. On peut penser à Ariane Moffat. Mais bien évidemment, ce contexte favorable n'est pas exempt de discrimination et ou de défis que peuvent rencontrer les familles homoparentales. Je pense aussi que c'est important de reconnaître que les représentations de la diversité familiale au Québec ne sont pas toujours inclusives de d'autres réalités que peuvent rencontrer les personnes LGBTQ+, notamment les personnes racisées ou les personnes vivant avec un handicap. Et les représentations des familles lesboparentales, je parle bien des représentations, on est au niveau social, donc les représentations demeurent des familles généralement blanches, de classe moyenne, qui reproduisent aussi une certaine logique cis-hétéronormative, où souvent c'est la mère biologique qui va porter l'enfant et la mère avec une expression de genre plus masculine qui sera la mère qui n'aura pas porté. Finalement, quand on parle du contexte social au Québec, je pense qu'on ne peut pas mettre de côté le travail de militance de certains organismes tels que la Coalition des familles LGBT,
qui milite depuis plus de 20 ans pour la reconnaissance et la protection des familles LGBT, en fait des familles non exclusivement hétérosexuelles. Et ces organismes ont non seulement un impact au niveau juridique, en portant à bout de bras des batailles, des revendications, mais contribuent aussi à modifier le climat social en offrant, par exemple, des formations pour sensibiliser donc différents milieux aux réalités non seulement des familles homoparentales, mais aussi des minorités sexuelles et de genre. Et vraiment, on ne peut pas passer à côté donc, du travail des organismes qui viennent vraiment contribuer directement à l'évolution des mœurs de la société québécoise. Le contexte légal et social en France, donc depuis le 17 mai 2013, l'adoption est ouverte aux couples de même sexe. Cependant, les couples de même sexe qui veulent avoir des enfants doivent se soumettre à une série de règles sans lesquelles la double filiation n'est pas établie, donc est impossible. Donc, les règles sont les suivantes. Les deux femmes doivent impérativement être mariées. Il faut compter plusieurs mois pour que l'adoption soit prononcée. Il faut déjà compter 2 mois entre le moment du consentement à l'adoption donné par la mère biologique et le droit au dépôt de requête d'adoption. C'est le temps nécessaire si la mère biologique veut retirer son consentement. Ensuite, à partir du dépôt de la requête d'adoption, il faut encore compter plusieurs mois. Et dans certains tribunaux, on exige que l'enfant ait au moins 6 mois de vie pour déposer une demande. Donc, et si les mères se séparent ou se divorcent pendant la procédure, c'est impossible pour la mère non statutaire de revendiquer une filiation. Donc, on voit qu'on fait le calcul, là, que c'est impossible d'être légalement la mère avant que l'enfant ait 1 an. Impossible, techniquement parlant. Ça, c'est si ça va vite. La PMA n'est toujours pas officiellement admise en France pour les couples de femmes. À l'heure actuelle, la loi permettant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules a été adoptée en première lecture, mais il faut qu'elle soit adoptée en seconde lecture après son passage au Sénat. Et il peut y avoir une 3e lecture qui va être requise à l'Assemblée nationale. Donc, selon les experts, la loi ne va pas être adoptée avant l'été 2020, puis ça, c'est si ça va vite. Lorsqu'on s'attarde au contexte, donc ça c'est le contexte légal, quand on s'attarde au contexte social en France, bien que c'est impossible de généraliser, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence la présence des manifs pour tous, qui a mobilisé depuis 2013 des centaines de milliers de Français qui s'opposent au mariage de même sexe et qui s'opposent à la PMA. Toutes les femmes, presque toutes les femmes que j'ai rencontrées en France m'ont parlé de ces manifs et à quel point, en fait, ces manifs légitimaient la haine envers les communautés LGBTQ et étaient des incitatifs, en fait, justement à la haine. Certaines m'ont dit qu'elles se sentaient comme insécurisées par tout ça, par ces manifestations, attristées aussi, mais en général, les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit que dans leurs interactions quotidiennes, elles se sentaient quand même en sécurité, puis elles étaient quand même heureuses d'évoluer dans le climat social dans lequel elles étaient. Mais on va y revenir pendant l'analyse. Je pense aussi, je veux juste rappeler un dernier truc au niveau du contexte social, en fait, donc même si ça va bien pour les femmes que j'ai rencontrées, puis je m'en réjouis, là, je pense que c'est aussi important de soulever certaines statistiques. Donc l'année 2018 a été quand même assez alarmante en France. Il y a eu une augmentation, selon SOS Homophobie France, une augmentation de 15% des actes LGBT-phobes. Et on rapporte même à peu près une agression par jour. Et un autre fait marquant, c'est qu'il y a une augmentation, en fait, accrue d'actes lesbophobes. Donc, je pense qu'il ne faut pas passer sous silence, quand même, ces données qui marquent quand même un certain climat social. Pour ce qui est de la Suisse, depuis le 1er, donc au niveau légal, depuis le 1er janvier 2018, donc c'est quand même très récent, il est possible d'avoir 2 parents de même sexe. Cependant, tout comme en France, il y a une série de conditions assez claires qui encadrent cette loi. Donc, pour pouvoir adopter l'enfant de son ou sa partenaire, il faut faire ménage commun depuis au moins 3 ans. Il faut d'ailleurs prouver que nous vivons dans une relation stable. Il faut s'être occupé de l'enfant pendant au moins 1 année. Donc, on ne peut pas lancer les procédures avant que l'enfant ait 1 an de vie. Et puis, une fois que les procédures lancées, je peux vous dire qu'il faut attendre
à peu près 12 à 18 mois. Puis là, il y a quand même, les premiers jugements sont sortis il n'y a pas longtemps, donc ça se peut aussi qu'il y ait des délais, mais c'est environ 12 à 18 mois pour obtenir le jugement. Donc, si on fait le calcul, c'est impossible d'être reconnu comme la mère de son enfant avant que l'enfant ait 2 ans. Puis on s'entend que dans les 2 premières années de vie, il s'en passe des choses. Une autre condition, c'est qu'il faut recueillir le consentement du parent juridique. Si le couple a fait recours à un donneur connu, et bien sûr que le lien de filiation n'a pas été établi, les autorités peuvent quand même exiger que le donneur soit avisé de la demande. Et bien évidemment, il ne faut pas qu'une filiation paternelle ait été établie. Si c'est le cas, ce dernier doit renoncer à sa filiation pour que la mère non biologique puisse puisse faire une demande et procéder à l'adoption. Finalement, pour ce qui est du cadre légal, là, il faut aussi obtenir le consentement de l'enfant capable de discernement. Et cette limite, elle est variable, mais généralement se situe autour de l'âge de 12 ans. Donc, les enfants aussi sont menés à témoigner et à donner leur consentement. Je pense ici que je peux dire, en me basant aussi sur ce que les personnes m'ont dit, que cette procédure, elle est souvent longue, elle est coûteuse, un minimum de 1 000 francs juste pour faire la demande, on est autour de 1 300 $. Les parents doivent passer par une série d'étapes qui sont parfois intrusives. Ils doivent prouver donc leur capacité à être un bon parent selon des normes assez traditionnelles. L'adoption du parent est aussi en Suisse une compétence cantonale, donc il peut y avoir certaines petites variations. Comme dans certains cantons, j'ai entendu que c'était possible de se faire demander un certificat de bonnes mœurs qui peut être exigé aux parents adoptants. Donc oui, c'est assez violent. Moi aussi, je roulais souvent les yeux quand j'apprenais des choses. J'aimerais aussi dire que, comme en France, la PMA est interdite aux couples de femmes en sol suisse, et donc elles doivent sortir de leur pays pour recevoir des traitements. Elles vont souvent en Belgique, en Espagne ou au Danemark. Donc là, vous me voyez suivre, ça prend de l'argent, ça prend du temps. C'est assez compliqué. Au niveau du contexte social, un peu comme en France, les participantes que moi j'ai rencontrées m'ont dit qu'en général, elles se sentaient bien, elles se sentaient en sécurité, mais je peux quand même pas, et je m'en réjouis, et c'est très bien, mais je peux quand même pas, encore une fois, passer à côté de certaines données qui parlent quand même d'un certain climat. Donc, il y a une étude assez récente, une étude de 2015 qui a été faite à l'Institut des genres, à l'Institut des études de genre à Genève, et qui traitait de la diversité dans le milieu de travail. Et donc, malheureusement, je n'ai pas le chiffre, mais c'est une étude quantitative, donc c'est quand même sur plus de 1000. Donc, 50% des personnes LGBT, selon cette étude, ne sont pas out dans leur milieu de travail. Et les familles arc-en-ciel sont également la cible de stéréotypes et de discrimination, puisqu'on mentionne dans cette étude que 11% des personnes qui évoluent dans des familles LGBT n'ont pas parlé de leur famille dans leur milieu de travail, et 40%, c'est énorme, des familles LGBT en Suisse n'ont parlé qu'à 1 ou 2, donc à un cercle très restreint de leur famille en milieu de travail. Donc, on voit quand même un climat social quand même encore tendu où il n'y a pas cette aisance et cette reconnaissance qui vient d'emblée. Donc, je vais tout de suite plonger. J'aurai encore d'autres trucs sur le contexte social, mais je vais quand même vraiment avancer parce que sinon, je vais juste parler du contexte et on n'aura pas de résultats. Donc, je vais commencer tout de suite dans mes résultats. Je vais commencer par donc, les données sociodémographiques. Donc, qui j'ai rencontré? En fait, j'ai rencontré 30 mères, donc 10 au Québec, 10 en France et 10 en Suisse. Et mon recrutement s'est échelonné entre novembre 2018 et avril 2019. Pour arriver à rejoindre le plus de mères possible, j'ai contacté donc, les principales associations des familles homoparentales LGBT, donc ici à travers la Coalition des familles LGBT. J'ai aussi fait, mon annonce a aussi circulé à la chaire de recherche, sur le projet SAVI LGBTQ, aussi sur certains groupes privés Facebook comme Parentalité féministe ou Maman arc-en-ciel. Et puis j'ai vraiment été surprise de l'engouement. En fait, en quelques jours, j'ai eu des trentaines, si ce n'est pas quarantaines de mamans qui se sont manifestées, qui voulaient participer à ma recherche. J'étais vraiment super contente. Moi, en amont, je voulais privilégier
des personnes racisées, des personnes handicapées, des personnes qui étaient en situation de précarité financière, parce que je vous rappelle, je suis dans une logique intersectionnelle. Je vais revenir là-dessus un peu, mais pour moi, c'était vraiment important de rendre compte aussi d'intersections, d'oppressions que certaines minorités peuvent vivre. Et je me suis rendu compte, en fait, que les personnes qui m'avaient contactée avaient des profils assez similaires. Donc, majoritairement, vous allez voir, mon échantillon était presque majoritairement des femmes blanches, des femmes scolarisées, des femmes québécoises de souche, non handicapées, de classe moyenne à élevée et presque toutes ces genres. Donc, j'ai seulement une personne trans dans mon échantillon. Pour ce qui est du recrutement en Europe, c'était un peu la même chose. Donc, je passais à travers les associations des familles LGBT. Les associations, les assos, comme ils disent là-bas, ont diffusé sur leur page Facebook, auprès de leurs membres. Et encore une fois, c'était assez homogène au niveau de l'échantillon. Mais quand même, pour avoir fait une recherche, c'est la première fois que je faisais une recherche à l'extérieur du Québec, je peux quand même dire que le recrutement s'est bien passé, puis que j'ai vraiment eu des personnes ressources qui étaient très investies. Et puis vraiment, je n'aurais pas pu sans elles. Je rappelle aussi que c'est une recherche qualitative. L'outil que moi j'ai mobilisé, c'est l'entretien semi-dirigé. Je posais des questions. Les entretiens duraient entre 60 et 120 minutes, mais plus 2 heures. Les mamans, elles parlaient beaucoup. Et puis, à mon grand bonheur d'ailleurs. Et je posais des questions ouvertes, donc généralement ouvertes à mes participants. Donc, ça tournait beaucoup autour du projet familial, leur perception de la maternité, le partage des rôles, les dynamiques conjugales, etc. Et puis vraiment, les mères, elles étaient libres de me raconter ce qu'elles voulaient. Puis vraiment de me dire qu'est-ce qui, elles, dans leur expérience, structurait leur identité. Je n'essayais pas d'aller chercher une certaine parole, donc je laissais quand même libre à leur interprétation. Puis vraiment, j'ai été face à des mères qui étaient très réflexives et qui se posaient beaucoup de questions. Cette recherche ne se veut pas une recherche représentative, c'est une recherche qualitative, mais elle est vraiment la mise en lumière de parcours, de certains défis spécifiques vécus par ces 30 mères. Donc, l'âge moyen de mes participantes était de 41 ans. Les femmes avaient en moyenne 1 ou 2 enfants, donc 1,4 enfants. J'ai juste une participante qui avait 3 enfants, dans les 30. Comme je vous ai dit, toutes mes participantes étaient blanches, à l'exception d'une qui était racisée, qui était asiatique. Elle était aussi en couple avec une personne asiatique. Toutes les personnes possédaient la citoyenneté du pays dans lequel elles résidaient, à l'exception d'une personne qui vivait au Québec sous la résidence canadienne. Elle était en voie d'obtenir sa citoyenneté. J'avais, au niveau de l'identité sexuelle et l'expression de genre, j'avais une personne trans. Les autres participantes étaient cisgenres. Les expressions de genre étaient variables, donc je demandais aux personnes comment elles s'identifiaient en termes d'identité de genre. En France, j'ai eu beaucoup la réponse femme, féminine. Ça tournait beaucoup autour de ça, à l'exception d'une ou deux qui m'ont dit garçon manqué ou fluide. En Suisse, j'en avais 4, donc à peu près la moitié de l'échantillon se considérait comme féminine. Puis là, les autres, ça variait un peu sur le spectre masculinité-féminité. Mais encore une fois, c'est toujours dans les termes utilisés par les personnes. Et c'est vraiment plus au Québec où là, j'ai eu comme une explosion de vocabulaire. Et j'ai entendu des termes comme des expressions comme fluide, genderqueer, non-binaire, neutre, transféminine. Donc, un vocabulaire beaucoup plus coloré à notre image. Pour ce qui est de l'orientation sexuelle, la majorité me disait d'emblée, oui, je suis lesbienne, je m'identifie comme lesbienne, mais beaucoup sont revenus sur ce terme et m'ont parlé de leur malaise d'utiliser le terme lesbienne, qui pour elles est très galvaudé et vraiment plein de stéréotypes négatifs desquels elles essayent de se dissocier. Ça, c'était particulièrement prégnant en Suisse et en France, mais beaucoup en Suisse. Je pense à chaque entrevue, on me disait « oui, je suis lesbienne, mais je me sens beaucoup plus à l'aise avec le terme gay ou homosexuel » ou tout simplement « j'ai pas envie de m'identifier ». On ne rentrera pas là-dessus. Il y a des étudiants qui font des mémoires et des thèses géniales sur les identifications. Moi, cette question-là, j'aurais pu faire un projet de recherche juste là-dessus. Qu'est-ce qui se cache derrière le malaise? Pourquoi? J'arrête tout de suite parce que sinon, c'est sûr que je pars. Mais je trouve ça hyper intéressant. Au Québec, encore une fois, j'ai eu quand même des identités
autres qui sont sortis, notamment l'identification queer, bisexuelle, demisexuelle, panromantique. Donc, c'était le fun aussi de voir le côté aussi politisé de l'identification ici, qui ressortait souvent. La majorité de mes participantes vivaient à Montréal. J'en avais 7 qui étaient à Montréal. J'en avais une dans la région de l'Outaouais, une à Québec, une dans la région du Lac-Saint-Jean. Pour ce qui est de la France, 3 à la frontière de la Suisse. En Haute-Savoie, les autres vivaient dans la région de Montpellier, donc dans le sud. C'est un peu un hasard que je ne me suis pas retrouvée à Paris, mais je suis vraiment contente parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de recherches qui sont menées autour de Paris, donc j'ai trouvé ça le fun d'avoir aussi accès à une association qui était à l'extérieur. On pourra en reparler aussi dans les questions si vous voulez. Et au niveau de la France, la majorité, la moitié était à Genève, puis après ça, les autres, c'était autour, donc Lausanne, Bâle, Fribourg, mais c'était donc des personnes qui vivaient aussi en français. Donc, j'ai fait des entrevues en français. Statut civil, au Québec, oui, on est là. J'avais 3 personnes mariées, j'en avais 5 qui étaient conjoints de fait et 2 qui étaient séparés. En France, en Suisse, j'en avais 7 qui étaient liés par un partenariat enregistré. Donc, en Suisse, il n'y a pas de mariage pour les couples de même sexe, il y a le partenariat enregistré. Et les 3 autres étaient séparés du parent, de l'autre parent. Elles étaient dans des nouvelles relations. En France, j'en avais 4 qui étaient mariés avec le parent biologique. 2 étaient pacsés et 4 étaient séparés du parent. J'ai un échantillon très scolarisé. 22 personnes détiennent au moins un bac universitaire et dedans, il y avait beaucoup de maîtrise et de doctorat. Le revenu aussi était assez élevé, donc il y avait des occupations professionnelles très variées, mais beaucoup dans le domaine libéral. Donc, j'avais des profs, des avocats, des gérants, des personnes dans le milieu informatique, mais tout le monde était salarié, tout le monde occupait un emploi quand je l'ai rencontré, à l'exception d'une qui était retraitée. Donc, ça explique aussi un peu le niveau de revenu assez élevé. J'en avais seulement une participante qui avait un revenu inférieur à 20 000 $. J'ai fait la moyenne en dollars, mais bien sûr, je demandais si c'était francs ou euros à ce moment-là. Et finalement, l'entrée en famille. Donc, au Québec, puis ça, je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai fait un constat, là, les familles qui avaient des enfants plus jeunes avaient toutes procédé par insémination ou in vitro, donc avaient toutes été en clinique de fertilité, plus jeunes, en bas de 10 ans. Puis celles qui avaient fondé leur famille avant, puis avant même en Europe, avant même la possibilité de pouvoir adopter, elles avaient souvent procédé plus par adoption ou par insémination maison, donc avec un donneur connu qui généralement avait réclamé sa paternité. Donc, impossibilité pour la mère non biologique de revendiquer sa filiation. Donc, vous voyez là qu'au Québec, tout le monde avait passé par clinique de fertilité ou insémination maison, à l'exception de la mère trans qui avait eu ses enfants pré-transition et donc qui était liée biologiquement à ses enfants. En France, adoption internationale, clinique, insémination maison et en Suisse, beaucoup d'insémination aussi au niveau de la clinique. Bon. Ça, c'est ces gens-là que j'ai rencontrés. Donc, ça vous donne un peu une idée. Je rappelle, donc, je ne vais pas m'épancher, mais donc, j'ai voulu inscrire ma recherche dans une lentille intersectionnelle. Donc, ce souhait de non seulement comprendre comment les différents contextes sociaux et légaux influencent l'identité des femmes, mais aussi comment certaines femmes qui vivent à l'intersection de différents axes qui peuvent les minoriser peuvent rencontrer des défis supplémentaires pour également rendre compte de capacitisme, de racisme, de cisgenrisme. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, mon échantillon était assez homogène, donc ces expériences ne sont pas nécessairement ressorties, bien que oui, dans certains cas. Il reste que dans la logique de l'intersectionnalité, on ne rend pas seulement compte de l'expérience d'oppression, mais aussi comment on peut également vivre des situations de privilège, indépendamment de où on se situe sur les différents axes de structuration sociale. Donc, même si ma participante était blanche, je lui demandais quand même comment elle s'identifiait au niveau de l'ethnicité. Je lui demandais si elle vivait avec un handicap visible ou invisible. Donc, j'allais quand même poser certaines questions pour creuser un petit peu. Et
Je ne le ferai pas nécessairement ici, mais il faut quand même reconnaître, puis ça va ressortir dans mes résultats, qu'il y a quand même un certain privilège blanc là, qui ressort de mes résultats dans le vécu de ces personnes-là. Vous allez comprendre un peu après dans ce que je vais dire. Donc, les résultats. Pas pire, je suis dans le temps quand même. Je vais commencer par parler de la question de la construction identitaire, parce que c'était quand même assez central. Et puis, juste avant que je vous parle de comment est-ce qu'elle se construisait au niveau identitaire, donc je vais juste revenir un peu sur le concept de la maternité que j'ai abordé en introduction. Donc, puis j'ai beaucoup travaillé sur le concept de la maternité dans ma thèse, je pars du constat que malgré qu'il existe différentes façons d'être mère, il y a encore un discours dominant et un discours institutionnalisé de la maternité. Ce discours, il s'appuie sur une vision idéalisée de l'expérience de femmes cis, blanches, hétérosexuelles de classe moyenne et non handicapées et présente la maternité comme étant naturelle et universelle. En d'autres termes, encore aujourd'hui, dans les représentations sociales, les bonnes mères sont les femmes qui savent prendre soin de leurs enfants en tout temps, qui savent mettre leur bien-être avant le leur, et ce, peu importe les défis qu'elles rencontrent. Les capacités des mères à bien répondre aux besoins de leurs enfants marquent non seulement donc, les représentations sociales, bien évidemment, mais sont aussi souvent mises en adéquation avec la valeur d'un point de vue moral d'une femme. Donc, dans ce discours, on voit que l'identité d'une femme passe encore souvent par la maternité. Une vraie femme, en fait, dans les représentations et les discours, c'est une femme qui a eu des enfants, idéalement qui les a mis au monde, donc qui leur a donné naissance et qui a réussi à les élever avec toute la bienveillance possible, peu importe les difficultés qu'elle a subies. En présentant ça, ce cadre-là, donc cette vision idéalisée de la maternité, mon but, c'est pas de dire qu'il faut négliger ses enfants. OK? Vraiment pas. Le but, c'est pas de dire mettez vos enfants de côté, c'est comme ça qu'on va arriver à changer, à lutter contre les inégalités sociales. Non. Vouloir donner le meilleur de soi à son enfant, c'est une bien belle chose. D'ailleurs, vouloir donner le meilleur de soi à quelqu'un qu'on a décidé de mettre au monde, c'est une bien belle chose et c'est quelque chose que je fais, que j'essaye de faire. Donc, je ne peux pas dire que moi, je ne reproduis pas, ne serait-ce que partiellement, ce discours. Mais je pense que quand on parle de maternité, c'est important de reconnaître qu'il y a un discours idéalisé et qu'il est problématique dans la mesure où non seulement il met une pression énorme, voire insupportable sur les femmes, mais qu'il suggère aussi indirectement l'hétérosexualité, il suggère la complémentarité naturalisée des rôles hommes-femmes et il omet, en fait, ce discours omet de reconnaître tous les défis structurels et interpersonnels que peuvent vivre les mères. Sur une base quotidienne, notamment, vous me voyez venir, les mères qui vivent certaines marginalisations qui peuvent engendrer des discriminations systémiques, donc je pense, ces discriminations qui ne peuvent pas être surmontées au point de vue individuel. Donc, je pense aux mères autochtones, aux mères racisées, aux mères qui vivent dans la pauvreté, aux mères handicapées. Donc, on omet complètement ces parcours-là. On dit non, tu es mère, tu dois être toujours prête, capable, peu importe ce que tu vis. Donc, le discours idéalisé de la maternité, il est problématique dans la mesure où il est construit sur le privilège blanc, il est construit sur un privilège capacitiste et cis-hétéronormatif, mais il continue d'être présenté comme un idéal qui doit être atteint par toutes et il continue aussi à valoriser la maternité biologique, qu'on le veuille ou pas, comme étant la meilleure et la plus valide pour l'intérêt des enfants. Donc, moi, je suis partie de ça. Je suis partie de l'existence de ce discours. Et j'ai demandé à mes participantes qu'est-ce que ça voulait dire pour elles être mère, sans bien sûr suggérer qu'il existait ce discours-là. Ça, c'est d'un point de vue théorique, en amont. Mon but, encore une fois, ce n'était pas de juger l'esprit critique de mes participants, de dire « Ah ah, toi, tu reproduis le discours idéalisé ». Bien évidemment que non. Ce n'est pas de juger de l'esprit critique de mes participantes, mais de voir plutôt dans quelle mesure ce discours idéalisé était intériorisé par elles ou non, et si aussi il influençait leur façon de se percevoir en tant que mère, et dans quelle mesure aussi leur milieu et leur conjointe reproduisaient également ce discours. Et quelles étaient aussi les conséquences de ce discours sur leur vie. Donc, vous ne serez pas surpris, et je m'inclus dans ça, en toute humilité, vous ne serez pas surpris
que quand je demande à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire pour toi être mère, les premières réponses qui sont sorties, et ça c'est généralisé, en général, les exemples qui me sortaient, ça validait le discours idéalisé de la maternité, donc qui passe beaucoup à travers le don de soi. Hein? Donc, par exemple, je ne vais pas nécessairement lire tous les extraits, mais ça parle vraiment de don de soi, c'est être là le plus possible pour soi, c'est de tout donner. Hein? C'est vraiment ça qui ressortait partout, en Suisse, en France, au Québec. Parfois, ce discours était des rares fois. Hein? 2 ou 3 mamans ont validé ce discours en parlant d'ailleurs de la barrière biologique. Donc, pour elle, la mère qui avait donné naissance était un peu plus la mère parce que justement, c'était passé par elle, puis elle avait donc cet attachement qui était un peu propre à son parcours. Mais ça demeurait quand même assez rare. Je vais peut-être lire une personne ici, Michel, 46 ans en France. Dans mon cas, je ne me sens pas la maman, je me sens plus comme le parent. C'est pas moi qui ai donné naissance, mais je suis un parent. Tu sais, c'est moi qui ai coupé le cordon. Je ressens le besoin de transmettre des valeurs à mon fils. Mais malgré le fait que dans les 3 contextes, les mères avaient tendance, donc, comme je dis dans un premier temps, à adhérer ou supposer un don, en fait, le discours un peu idéalisé de la maternité, et que c'était peut-être un peu plus fort chez la mère biologique, la majorité, hein, vraiment, je dirais presque l'entièreté de mon échantillon, vient nuancer assez rapidement ses propos en me disant que leur engagement envers leur enfant, donc même si elles sont dans un don de soi absolu, l'engagement n'est pas conditionné par des arguments biologiques. Donc, cette distance entre biologie et identité maternelle était un peu plus explicite au Québec, mais ça ne veut pas dire que mes participantes en Europe ne le pensaient pas. Elles ont juste mis l'emphase sur d'autres choses, mais au Québec, vraiment, ça sortait assez facilement. On venait vraiment montrer qu'il n'y avait pas de différence, pas parce que je n'ai pas donné naissance que je ne me sens pas moins mère. Par exemple, je vais lire au hasard Annick, j'aime bien cette citation. Avant qu'il naisse, je me demandais si j'allais réussir à... Je suis ici, en 3e. Si j'allais réussir à m'attacher à lui automatiquement. Tu sais, on nous dit souvent que la mère qui accouche, c'est elle qui s'attache et le papa, c'est plus long. Donc oui, j'avais des craintes, mais une fois qu'il est né, j'ai tout de suite senti quelque chose. Des fois, j'ai même des faux souvenirs. Je me dis que c'est moi qui l'ai porté. Donc non, il n'y a aucune différence entre moi et la mère biologique et j'ai de la misère à adhérer à l'idée sociale du père. Mon attachement, mon amour est tout aussi fort. Ça n'a rien à voir avec le biologique. Certains témoignages en France et en Suisse mettaient plutôt l'accent, puis ça, on voit qu'il y a un lien direct avec le contexte social et légal, mettaient plutôt l'accent sur la nécessité de devoir prouver leur maternité. Parce qu'elles sont dans un contexte justement où elles ne sont pas d'emblée reconnues. Donc, il y a par exemple Pascal qui nous dit, quand je dis ça veut dire quoi pour toi être mère, c'est vrai que de mon côté, j'ai pu avoir des craintes par rapport à est-ce que cet enfant allait m'aimer autant que sa mère biologique parce qu'on nous bassine tout le temps avec le lien de la mère biologique. Donc là, elle est en train de me dire, hey, je suis consciente qu'il y a vraiment un discours idéalisé sur la maternité. Le fait de porter un enfant, comme si ça définissait tout. C'est vrai qu'on est dans une société où on nous parle tout le temps de ça. Au début, en plus, c'était quand même pas facile parce que la petite était quand même très fusionnelle, très maman biologique, jusqu'à ses 10 mois à peu près. Et après ça, ça a changé, ça s'est équilibré vers la fin de la première année de vie. Mais pendant 1 an, je dois dire que je me sentais un peu rejetée, même par ma fille. Tu sais, je m'en occupais énormément, même que plus que ma compagne. Mais je réalise maintenant, en te parlant, que peut-être je compensais. Je voulais vraiment me sentir mère. Donc, on voit vraiment toute la désirabilité qui vient dans un contexte qui la légitime pas, qui la valide pas d'emblée. Dans un même ordre d'idées, donc il y a beaucoup de participantes, surtout en France et en Suisse, qui m'ont parlé donc un peu de cette négociation. Autant qu'au Québec, c'est explicite, il n'y a pas de différence biologique, pas biologique. Il y avait certaines personnes qui m'ont parlé un peu de cette hésitation, cette négociation entre le biologique et le social. C'est comme pas clair, la frontière est comme pas claire et ça demeure quand même cette nécessité de devoir montrer qu'on est quand même mère et parfois face à la partenaire, donc face à la maman biologique. Maude ici me dit, des fois j'ai l'impression qu'il y a un petit veto. Puis vous voyez, elle vient de Montréal, donc ce n'est pas exclusif aux personnes d'Europe. Il y avait des personnes aussi en France, au Québec. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit veto parce que c'est elle qui l'a accouché, parce que c'est elle qui a passé 1 an avec à la maison. Toutes ces choses-là qui font qu'elle peut se sentir comme ça, ben moi, ça peut être un peu plus complexe pour moi aussi de trouver ma place dans tout ça.
Donc, on montre comment la structure peut venir nous influencer. Il y a aussi, un peu dans le même ordre d'idée, donc une participante qui m'avait dit c'est pas tant une question de biologique, c'est vraiment une question de social. Puis moi, je suis dans un contexte social où on favorise vraiment un modèle hétéronormatif. Moi, j'ai pas le droit à aucune vacance, je suis pas reconnue, donc très rapidement, je dois retourner au travail. Puis je trouve que ça, c'était comme l'envers de la médaille. Je trouvais ça aussi intéressant. Elle dit « Je reconnais des mères non biologiques qui se sont battues toutes seules, qui n'avaient pas le soutien de leur partenaire. Nous, ce n'était pas comme ça. Gisèle était admirative au combat, mais je crois qu'elle avait de la peine à s'identifier. Son droit à elle, il est venu à partir du moment où l'enfant a poussé son premier cri à la maternité. Et peut-être aussi parce qu'elle avait la charge mentale, il ne faut pas oublier ça. Je vais prendre un raccourci, mais j'étais le mec à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Je suis retournée au travail très vite et c'est elle qui a dû prendre en charge. Il ne faut pas tout mettre, à mon avis, sur le dos de la mère biologique qui est hyper protégée et qui est inconsciente des peurs. C'est vrai que parfois, moi, ça m'est arrivé pour venir à ce que je disais dans mes disputes. Ça m'est arrivé de dire « Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens parce que moi, je dois tout le temps me battre pour être reconnue comme mère. » Malgré donc certaines tensions qui ont été nommées, donc cette valse un peu entre le biologique, le social, le fait de devoir prouver, la majorité des mères, qu'elles soient au Québec ou en Europe, m'ont dit qu'elles se sentaient respectées par l'autre parent et qu'elles considéraient qu'elles avaient en fait un partage très équitable de cette identité, qu'elles réussissaient à négocier ça, parfois en parlant, parfois de façon tout à fait naturelle et tacite. Donc, j'ai sorti encore une fois des exemples qui viennent soutenir donc, un partage égalitaire et respectueux des rôles. Peut-être on peut lire celui de Rosine ici en Suisse. Je pense qu'on est assez aligné sur l'idée de qu'est-ce que c'est être parent ou qu'est-ce que c'est être mère. On n'a pas divisé les rôles en disant « toi, tu vas être le papa et tu seras autoritaire et toi, tu donneras les câlins ». Une des choses qui comptait beaucoup pour nous, c'était d'entretenir une relation avec l'enfant qui serait à la fois individuelle et familiale. Sur la façon dont on orchestre les rôles ou les modèles, je pense qu'on se partage ça selon nos personnalités et nos horaires. Au Québec aussi, encore cette idée d'égalité, de rôle d'égalité, on peut lire Édith qui dit « Ma blonde m'a toujours vue comme l'autre mère. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous. C'est vrai, je n'ai pas porté les enfants, mais je me suis toujours levée la nuit, j'ai donné les boires, je fais tout pour qu'elle récupère de sa césarienne. Je suis là, comme elle, et même si j'avais repris le travail, c'est pas grave, je le fais pareil. » Malheureusement, je dois dire que bien que ce partage des rôles égalitaires était majoritaire, il reste qu'il y avait quand même des contextes et des familles où la mère non biologique ne se sentait pas soutenue, ne se sentait pas validée par la mère biologique et bien évidemment, ça la fragilisait dans son identité et dans son lien avec son enfant. J'ai ici d'ailleurs l'exemple de la mère trans qui nous dit, elle, dans ce cas-ci, ça ne l'a pas tant fragilisée dans son identité, puis elle se concentrait plus sur le fait que ses enfants, maintenant, la validaient puis la voyaient comme leur autre maman, mais il y avait quand même une non-reconnaissance de la part de son ex-femme. C'est ça. Alors, vis-à-vis de mon ex, jusqu'à présent, elle ne veut pas partager le titre. Mais quand j'entends ma fille me référer en tant que maman, et à l'école, elle va utiliser plus comme maman numéro 2, ça, c'est... Mais en tant que rôle, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que c'est mon cœur, mes intentions, ça a toujours été maternel. Au niveau de la non-reconnaissance, donc, de la mère biologique, il y a aussi encore donc, ces deux citations. Peut-être je vais prendre le temps de lire celle du haut, de Pascal. Je ne me sentais pas toujours soutenue. Surtout au début, la première année, elle me reprenait, elle me critiquait devant elle et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire devant un enfant, même si c'est un bébé. Je peux vous dire déjà que la non-reconnaissance et le déni, en fait, du parent non statutaire était vraiment exacerbé, puis ça, on va y revenir vraiment plus largement, mais dans des cas de séparation. Et d'ailleurs, c'était un peu comme prévisible, mais les femmes qui se sont séparées m'ont dit qu'en amont à la séparation, déjà, il n'y avait pas vraiment une reconnaissance de la part de l'autre partenaire, où il y avait vraiment des tensions. Donc, celle-ci, où il y a vraiment une question d'aliénation totale, où je lui demande à Véronique, c'est quoi être mère pour toi? Puis elle me dit, être mère, bon, c'est beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce que c'est être mère? Puis là, tout de suite, elle embarque.
elle se raconte à travers le déni de l'autre. Elle dit « J'aimerais dire un truc, parce que Marie a souvent dit « Toi, c'est pas pareil. Claire, tu ne l'as pas porté. » Elle a toujours mis ce lien privilégié de la mère biologique qu'elle la ressentait dans ses tripes, etc. Et juste pour dire que ça peut être aussi viscéral pour nous. Elle a beaucoup pleuré pendant l'entrevue. Je pleure beaucoup, c'est compliqué. Quand elle m'a enlevée, Claire, j'ai cru que mes entrailles s'arrachaient et je l'ai ressenti au plus profond de moi, même si je ne l'ai pas portée. Et c'est important pour moi de dire ça quand je te parle d'être mère. Donc vraiment, elle, son identification est très, très, très structurée et affectée par le déni du partenaire. Donc, si je résume cette section d'identité, je constate que le partage de l'identité maternelle et la reconnaissance de l'identité, elle est quand même répartie différemment selon les couples, mais qu'en général, c'est vécu de façon équitable et respectueuse, je dirais. Mais dans certains cas, cette non-reconnaissance, il y a une vision quand même hiérarchisée qui est soutenue soit par des arguments biologiques, soit par une structure sociale qui encourage en fait à la hiérarchisation. Et dans quelques cas, il y a vraiment de la dévaluation, de la dégradation complète de la mère non statutaire et c'est vraiment exacerbé en cas de séparation. Et ça m'amène ça à réfléchir au concept de gatekeeping ou de territoire maternel. Le gatekeeping, c'est un concept qui a été théorisé qui fait référence à l'ensemble des comportements maternels qui inhibent la collaboration entre les hommes et les femmes dans les tâches domestiques en limitant les opportunités pour les hommes d'apprendre et de se développer et de prendre soin, en fait, des enfants et du foyer. C'est sûr que moi, quand je lis ça, je dis, attends, warning, warning, comme on peut pas isoler le gatekeeping du système patriarcal, qui bien évidemment encourage, en fait, le gatekeeping, hein, parce que comme je vous ai dit, la femme, elle est validée à travers son rôle maternel. Donc, bien sûr, le gatekeeping existe dans un système patriarcal qui va encourager ça, mais néanmoins, c'est important de reconnaître donc que le gatekeeping, dans le gatekeeping, il y a une intériorisation de la maternité idéalisée et que dans quelques cas, donc ce territoire maternel était protégé par des mères biologiques et on comprend aussi qu'un contexte légal qui ne valorise pas la reconnaissance d'une comaternité, bien, favorise directement le gatekeeping. On légitime ce genre de comportement. Donc, il y a tout à fait des liens à faire entre le contexte légal et la reproduction d'un comportement oppressif comme ça envers une mère qui est non statutaire. Ça m'amène donc à parler des différents niveaux de reconnaissance. Donc, moi, je cherchais à savoir, OK, maintenant, comment est-ce que vous vous sentez soutenu, donc au niveau symbolique, au niveau social et au niveau légal. Niveau symbolique, moi ici, je l'ai plus mis en lien avec la famille, les amis, notre entourage, donc comment est-ce qu'on était validé. Et encore une fois, en général, même si les mères étaient reconnues ou pas d'un point de vue légal, elles se sentaient soutenues, elles se sentaient aimées, elles se sentaient validées par leur famille. Et souvent, cette validation était très forte pour elles quand ça venait des beaux-parents, hein, donc les beaux-parents ou même leurs parents à eux, qui n'étaient pas liés biologiquement à l'enfant, mais qui, à travers la naissance de l'enfant, ressentaient un lien, donc s'investissaient dans un rôle de grands-parents. Ça, pour elles, ça voulait dire énormément. Je vois le temps qui file, donc je vais aller un peu plus vite, mais vous voyez qu'au niveau de la reconnaissance symbolique, peu importe où on est, la reconnaissance, elle était généralement là. Il y a même certaines personnes qui m'ont dit, donc je vais en parler un petit peu, mais qu'à travers la naissance de leurs enfants, elles ont pu intégrer en fait la famille. Hein, donc Kim dit, Frédéric dit, bien que les parents de Kim, ils ont mis beaucoup d'années à accepter notre couple, après, il y a eu les enfants, ça a changé beaucoup de choses. En plus, ils portent leur nom, et puis c'est des Italiens. Emilio, c'est le dernier à porter le nom de famille, donc il perpétue le nom. Alors ça, ma che bene. Oui, je dirais en fait que les enfants nous ont permis de nous rapprocher de la famille et même moi, d'avoir une forme de reconnaissance avec eux. Maintenant, je fais partie de la famille. Donc, on voit aussi ici à quel point la famille, c'est une institution normalisante et sécurisante et que donc cette validation de la famille élargie passe beaucoup à travers la famille. Mais c'est quand même subversif dans un certain sens parce que ce ne sont pas leurs enfants biologiques. Il y a quand même certains cas où la reconnaissance symbolique n'est pas tout à fait là.
Encore une fois, la mère trans, c'était un bon exemple où elle disait qu'elle n'était pas tout à fait reconnue, que ce soit par sa famille ou son ex-conjointe. Et il y avait une autre, ça, encore une fois, j'aurais voulu faire un projet juste là-dessus, mais donc l'articulation d'identité un peu plus tacite, donc ça ressort beaucoup. J'ai fait ma maîtrise sur, comme on a dit en introduction, sur les parcours de gays et lesbiennes d'origine libanaise, et là, on parlait de sexualité vraiment de façon tacite. Donc, souvent, l'entourage le sait, mais c'est pas nommé. Et puis, c'est ressorti, ça. J'avais une participante, ses beaux-parents étaient grecs, c'était très croyants. Et puis, elle dit, moi, ça fait 18 ans que je suis avec ma femme, je suis l'amie, on n'en parle jamais, ils savent que je suis sa blonde, mais on ne le nomme pas. On navigue à travers ça, puis ça va bien. Puis là, on a un enfant, je suis la maman, le petit m'appelle maman, mais nous, on ne le nomme pas. Mais c'est correct, on est comme ça. Puis ça, je trouve que ces zones-là, ces identifications-là, moi, ça me fait, ça me fait triper. Mais donc, j'avais un exemple. Je trouve que c'est important aussi de le nommer parce que ce n'est pas nécessairement vu comme une oppression. C'est vraiment vu comme on navigue ça comme ça, puis on est bien là-dedans, puis on se sent... Ce qui est important, c'est qu'on est soutenu, on est validé, on est aimé. Après, ce n'est pas nommé de la même façon, mais on se sent quand même vivre, on se sent bien. Au niveau de la reconnaissance sociale, donc j'ai parlé de la reconnaissance symbolique, au niveau de la reconnaissance sociale, en général, encore une fois, ça se passait relativement bien. Bien évidemment, dans un contexte où il y a la reconnaissance légale, comme au Québec, on s'attend à ce qu'il y ait un peu une reconnaissance sociale. C'est moins un enjeu, c'est attendu. Malgré ça, il y a quand même certaines participantes qui m'ont dit, écoute, c'est pas parfait. Oui, ça va en général, mais notamment celle qui vit en région. Encore une fois, je ne veux pas généraliser aux régions. Ce commentaire est aussi venu chez certaines femmes à Montréal, mais cette idée... Ah non, ça c'était positif, je m'excuse. Ça c'était pour vous montrer à quel point c'était positif. Donc en général, elle se sentait soutenue, que ce soit avec les médecins, comme elle justement, elle avait demandé de co-allaiter. Puis la médecin, elle n'a pas posé de questions. Puis ça, c'est une personne en région, justement. Puis elle a tout essayé pour pouvoir stimuler l'allaitement. Ça n'a pas fonctionné, mais elle s'est sentie validée et visible. Malgré qu'il y ait une reconnaissance sociale assez positive, il reste que, comme j'ai dit... Coudonc, elle est où la citation? Je ne l'ai plus. En tout cas, c'est pas grave. J'avais une citation qui... Ah, c'est ça. C'est ça. Elle dit, malgré le fait que ça va bien, elle dit, moi, en région, il y a quand même un manque de diversité. Et puis, je me fais toujours poser la maudite question, c'est qui la vraie mère? Puis ça, c'est la question qui tue. Puis j'ai souvent envie de répondre, c'est nous deux, les vraies mères. Puis c'est pas de tes affaires. Mais je sais pas trop quoi répondre. Fait que c'est ça, vivre ici, mais il faut être capable de mettre des œillères, de faire attention. Ça tournait beaucoup autour de ça. Donc, ça allait bien dans les interactions, que ce soit à la garderie, à l'école, chez le médecin. En général, ça se passait bien. En Europe aussi, hein, ça c'est les citations que j'ai mis avant, ça se passait bien, ils se sentaient validés. Il n'y en a pas vraiment qui m'ont dit on a vécu vraiment de l'homophobie, on a vraiment vécu des discriminations envers certains acteurs, que ce soit à l'hôpital ou peu importe. Mais elles étaient conscientes quand même, comme elle ici, elle dit peut-être c'est parce que je vis, la deuxième, peut-être parce que je vis dans une petite ville où c'est plus facile. Mais j'ai entendu des histoires pas loin d'ici qui sont arrivées. Donc, il y a quand même toujours cette idée que ça peut quand même nous arriver. Mais en général, la reconnaissance sociale était là, qu'il y ait une reconnaissance légale ou pas. Ça m'amène à clore un peu sur la question de la reconnaissance. Et je parle de la reconnaissance légale. Je ne veux juste pas me perdre. La reconnaissance juridique. Donc, comme je vous ai dit, elle n'est pas acquise partout. D'ailleurs, c'était très, très faible le nombre de mères qui avaient la reconnaissance légale de leurs enfants. Mais bien évidemment, elle est présentée comme étant quelque chose qui vient vraiment solidifier leur identité, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue symbolique. Et il y a plusieurs femmes qui se sont engagées dans un projet familial avant même l'idée, la possibilité de pouvoir adopter leurs enfants. Donc, on peut vraiment dire qu'on peut en fait parler d'agentivité reproductive ici, hein, comme ce sont vraiment des femmes qui ont choisi leur maternité dans un contexte qui ne leur est pas toujours favorable. C'est des femmes qui ont fait preuve d'une grande résilience, d'une grande force, d'un grand désir de devenir mère. Et
c'est sûr qu'elle se sentait toujours un peu dépendante de l'engagement et de la parole de la mère biologique, mais il n'y a rien qui les a empêchées, d'ailleurs, elles ont tous des enfants, donc il n'y a rien qui les a empêchées de mener à terme leur projet. C'est intéressant parce qu'au Québec, les femmes, elles semblaient, quand je leur posais la question, elles disaient « Ouais, c'est vrai que je suis chanceuse. » Tu sais, quand je leur disais « Est-ce que vous êtes consciente du contexte légal dans lequel vous avez eu vos enfants? » La majorité était consciente de cette reconnaissance lorsque je leur posais des questions. Et donc ici, par exemple, Annick a dit « Je sais que j'ai de la chance, tellement cool qu'on n'ait pas à se poser des questions, juste je suis la mère, c'est écrit sur le certificat de naissance. » Personne ne m'a posé des questions à l'hôpital quand j'ai rempli le formulaire. C'est une bonne question. En fait, c'est difficile de penser à perdre un droit. Mais bon, oui, c'est vrai que si c'était pas aussi simple, j'aurais peut-être pensé 2 fois avant d'avoir mon enfant. Je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait, mais tu sais, ça aurait été beaucoup plus stressant. Donc, d'un côté, j'ai les mères en France et en Suisse qui me disent « Moi, il n'y a rien qui m'arrête, je vais y aller, même si c'est difficile. » Puis d'un autre côté, ici, une fois qu'on a le droit, on se dit « C'est vrai que si je ne l'avais pas, peut-être que je ne l'aurais pas fait. » Donc, c'est intéressant. Puis elle le dit bien, c'est difficile de s'imaginer de perdre un droit. Qu'est-ce qu'on aurait fait? OK. Néanmoins, la question de la reconnaissance, la reconnaissance juridique, elle a été abordée par toutes les femmes qui ont vécu une séparation m'en ont parlé, puis même en contexte québécois. Et justement, j'en ai 2 en contexte québécois qui étaient séparées, puis une qui m'a dit vraiment, moi, je me suis séparée quand notre fils avait 3 mois. Et puis, je sais que si je n'avais pas eu cette reconnaissance, je ne sais pas si j'aurais pu bénéficier si ça avait été aussi bien. Donc, c'est ça, justement, elle me dit qu'elle était très contente d'avoir cette reconnaissance, puis qu'elle n'aurait pas vraiment pu fonctionner autrement. Donc, ça m'amène à parler de la notion de la séparation. C'est le dernier thème que je veux faire ressortir de mes entrevues. Comme je dis, ce n'était pas un thème qui était prévu, mais qui est ressorti indéniablement, puis qui est vraiment un immense point de tension, un immense point aveugle, en fait, qui est complètement écarté des lois. Dans mon échantillon, j'avais presque le tiers, donc 9 femmes qui étaient séparées de la mère biologique. J'en avais 2 au Québec, 3 en Suisse et 4 en France. Et comme je vous ai dit, donc, les mères au Québec vivaient des enjeux particuliers, en fait des enjeux qui sont souvent liés à la monoparentalité des femmes, donc précarité financière. Et dans le cas de la mère trans, il y avait aussi un manque de reconnaissance symbolique, comme on a vu de la part de son ex-conjointe, qui avait beaucoup de difficultés à partager la maternité, qui lui faisait violence dans ses propos. Mais dans les autres cas, donc dans les cas où il n'y avait pas de reconnaissance, donc non seulement elles vivaient de la précarité financière, mais elles avaient été aussi bafouées dans leur droit fondamental de pouvoir garder leurs enfants. Il y a seulement 2 cas où les mères se sont séparées sans avoir eu la reconnaissance et il y a eu un respect de l'engagement et de la garde partagée. Mais dans tous les autres cas, il y a vraiment eu des déchirements qui étaient très violents, puis je dois vous avouer que c'était vraiment les moments les plus intenses des entrevues. Moi, j'étais vraiment face à des femmes qui étaient complètement détruites, qui, après plusieurs années, se retrouvaient complètement dépourvues de leurs enfants, dépourvues de leurs droits. Et le plus dur, c'est qu'elles avaient des moyens très limités. En fait, elles n'avaient pas vraiment de moyens pour venir contester les décisions de leurs ex-conjoints. Donc, ça a été vraiment très confrontant pour moi, ces témoignages-là. Et ça ne fait que réitérer et valider l'importance d'une reconnaissance bimaternelle dès la naissance des enfants. Donc, comme je dis, ces femmes vivaient vraiment la grande détresse. Elles avaient été trahies dans tous les cas parce qu'elles avaient été impliquées dès le début du projet parental. Donc, elles avaient choisi avec leur conjointe de procéder de cette façon, que ce soit dans un contexte pluriparental avec un couple d'hommes, que ce soit en clinique de fertilité. Donc, peu importe, il n'y avait rien d'aléatoire. Elles étaient investies depuis le début. Même dans certains cas, il y avait des contrats qui avaient été signés, mais malheureusement, ces contrats sont nuls face à la loi dans un contexte où on ne reconnaît pas la filiation de la mère non biologique à la naissance. Donc, ces contrats ne valaient plus rien au moment de la séparation. Les mères biologiques pouvaient tout simplement décider d'empêcher la mère non biologique d'avoir accès à leurs enfants et littéralement de détruire la vie de leur ex-conjointe.
Puis vraiment, j'ai réalisé en écoutant ces témoignages à quel point c'est nécessaire de faire la différence entre le couple parental et le couple conjugal et que c'est absolument un non-sens dans une période historique et sociale où plus de la moitié des couples en Occident qui ont des enfants sont séparés. Donc, c'est un non-sens qu'on n'accorde pas la filiation et la reconnaissance à la personne qui n'a pas donné naissance à son enfant simplement parce qu'il ou elle s'est séparé du parent biologique. Je pense aussi que c'est essentiel de questionner la prégnance, en fait, d'un rôle qu'on donne aux mères biologiques dans un système de filiation bimaternelle. Il ne faut pas sous-estimer aussi, donc non seulement bon, il y a la responsabilité de la mère biologique, mais il y a aussi une responsabilité structurelle dans la lourdeur de la procédure qui encadre l'adoption des enfants. C'est très aliénant. Il y a des femmes qui, je l'ai sauté un peu, mais il y a des femmes qui ne se sentaient pas soutenues nécessairement dans la demande de procédure, mais la procédure est tellement longue et tellement intrusive. Ce n'est pas un hasard que des couples se séparent ou des couples se perdent dans cette procédure-là. Donc, je pense qu'il y a aussi une oppression, moi je la vois comme plus une oppression organisationnelle, en fait institutionnelle, qui est liée à la demande d'adoption et qui peut absolument fragiliser le couple et donc fragiliser aussi la mère non statutaire. Donc, je vais terminer cette présentation en vous... donc, je voulais juste dire en fait que les mères qui ont été bafouées dans leurs droits vivaient vraiment de la violence, violence conjugale post-séparation. Et certaines même m'ont dit qu'elles sont restées dans des relations jusqu'à temps qu'elles obtiennent l'adoption, tout simplement pour ne pas perdre l'accès à leurs enfants. Et en fait, j'aimerais juste dire personnellement à ces femmes que je reconnais qu'elles sont victimes de violences et qu'elles sont entendues et je reconnais qu'elles sont victimes d'un système qui est homophobe et qui est transphobe. Et je leur souhaite vraiment de tout cœur que ça se délie et qu'elles puissent en fait être respectées dans leur décision d'être parents. Donc, je vais terminer en fait simplement en vous montrant des citations qui montrent en fait la violence d'une séparation quand on n'est pas protégé et l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. On va lire ces 3 citations, puis après ça, on passe aux questions. Je ne peux plus voir ma fille qu'une journée par mois. C'est extrêmement difficile. Pour ma famille aussi, ça a été difficile. Ils se voyaient comme les grands-parents, les oncles, les tantes, et du jour au lendemain, plus rien. Véronique qui me dit « Comme j'ai pu relire sur la possession d'État, un père séparé de la mère biologique, on ne lui retire pas son autorité parentale et il ne perd pas le lien de filiation avec son enfant. Et c'est bien ça le problème en France, c'est qu'on reconnaît uniquement le lien biologique. Les couples hétéros, ils n'ont pas l'obligation de se marier et la filiation est établie. Pourquoi nous, déjà, on devrait se marier? Mais on ne s'est pas marié quand on a eu la petite parce qu'on était vraiment contre le mariage. Je lui ai demandé si on pouvait juste faire les papiers sans faire une fête pour que je puisse adopter Claire, mais elle ne voulait pas. Et je ne peux pas l'obliger à signer, bien sûr. C'est trop tard, nous nous sommes séparés. Et puis voilà, effectivement, c'est là où on se rend compte que la loi, les articles de loi ne sont plus du tout à jour. Et finalement, j'ai Laurie qui dit « Eh bien, la séparation est arrivée parce que c'était beaucoup trop conflictuel et moi, j'attendais une place, une reconnaissance, ne serait-ce que symbolique. Et en fin de compte, j'attends toujours. Je n'ai même pas la reconnaissance symbolique. Elle me nie en tant qu'individu, en tant que mère. Suite à la séparation, de temps à autre, je voyais Clara très rarement. On s'est séparés début octobre. Je l'ai aidée à déménager et j'ai revu ma fille une dernière fois le 3 décembre 2018 suite au déménagement. Elles sont dans cet appartement et là, après, plus rien. Elle m'a cachée de sa famille, puis elle m'a utilisée pour avoir notre enfant et ensuite, elle m'a rejetée. Elle m'a nié ma place parce que c'était trop difficile pour elle de faire face aux autres. C'est pas possible. Maintenant, elle me punit. Je ne voulais pas juste être son objet, je voulais aussi une reconnaissance et elle ne me l'a jamais donnée. Je n'ai pas vu ma fille depuis des mois. J'ai été en contact avec mon avocate. On est entré dans une procédure pour que j'aie un droit de visite légal. Voilà où j'en suis. Mais je me sens la maman de Clara, mais je n'ai aucune reconnaissance. La mère biologique a tous les droits et elle en abuse. Elle en abuse. Elle se sent mère toute puissante. Elle m'a dit non, c'est moi la maman. Tu ne l'as pas portée. Tu n'es pas la mère. Tu ne le seras jamais et tu ne peux rien faire. Voilà. Donc, sur ces tristes paroles, mais vraies, je vais clore parce qu'il est tard. Puis j'ai envie d'écouter vos questions.